Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va se faire dans un format très différent que d'habitude. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je suis en période de test, donc je ne sais pas encore si ça va être le format définitif. Vous me donnerez votre avis en commentaire. Donc, je vais utiliser PowerPoint comme je vous ai dit dans la dernière vidéo. Euh, donc, euh, donc en fait, les vidéos seront plus longues. Elles dureront environ 30 minutes et j'en publierai à chaque fois une environ tous les 5 jours. Mais même en faisant ça, ça sera plus rapide que mon ancien fonctionnement. Donc c'est déjà pas mal, on ne passera pas non plus 8 ans à faire toutes les encyclopédies, à ce que je lise toutes les encyclopédies. Donc voilà, je vous rappelle quelques petites choses pour ce fonctionnement. Donc je tiens absolument à vous dire que je ne vous oblige pas à regarder la totalité de mes vidéos et toute la vidéo en entier. C'est pourquoi dans la description de la vidéo, j'ai mis le sommaire de la vidéo dans lequel vous aurez tous les moments tous les moments de chaque étude que je vais faire dans la vidéo. Donc, vous pourrez donc vous naviguer comme ça. Et puis, grâce à cela, ça sera plus facile pour vous et ça sera plus pratique. Parce que si jamais vous avez envie, si vous êtes en études de lettres et que vous avez besoin d'étudier un moment en particulier, vous vous rendez sur le sommaire, vous cliquez sur le moment et ça vous met directement à ce moment-là. Voilà. Et donc, je vous rappelle que c'est un cours que je fais aussi pour moi, hein. Donc, c'est aussi pour que je m'instruise moi. C'est donnant-donnant. Donc, vous pouvez vous instruire en lisant ça, en regardant cette vidéo. Mais moi aussi, je m'instruis et il n'y a pas de relation de supériorité. Et donc, petit à petit, je vais lire l'encyclopédie, donc une partie de la séquence aujourd'hui. L'autre fois, j'en lirai une autre, etc. jusqu'à terminer. En tout, là, dans cette séquence, je vais avoir euh, trois conférences. Et donc, voilà. Donc, ça va se passer comme ça. Je vous ai rappelé le règlement. Donc, vous m'en direz des nouvelles, hein. Moi, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je vous souhaite une bonne lecture. J'espère que vous vous plaisez sur ma chaîne et je vous fais de gros bisous. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la chanson de Roland, du Moyen Âge. Commençons directement. Donc, je vais vous parler un peu plus en détail de cette chanson. La chanson de Roland, la plus ancienne et la plus belle de nos chansons de gestes, paraît remonter au début du XIIe siècle. Nous la connaissons depuis 1837 par la publication du manuscrit d'Oxford, écrit vers 1170. Elle comprend 4002 décasyllabes répartis en 291 laisses inégales. L'œuvre qui nous est parvenue en dialecte anglo-normand. Peut-être a-t-elle été primitivement écrite dans un autre dialecte et transposée par la suite en anglo-normand. De l'histoire de la légende, les chansons de gestes. Le sujet de la chanson de Roland remonte à un événement historique de faible importance, paré de tous les embellissements de la légende. Comment s'en fait le passage de l'histoire à la légende? Ce problème se pose pour la plupart des chansons de gestes et nous allons l'étudier à propos de la chanson de Roland. L'histoire.
Selon la Vita Caroli, en latin, d'Éginard, le jeune roi Charles, 36 ans, le futur Charlemagne, allié de chefs arabes en lutte contre d'autres musulmans, franchit les Pyrénées au printemps 778, soumet Pampelune, ville chrétienne, et assiège Saragosse. Rappelé en hâte par une attaque des Saxons et un soulèvement en Aquitaine, il lève le siège, rase Pampelune et repasse les Pyrénées. Le 15 août 778, son arrière-garde est surprise dans les défilés par des montagnards basques, chrétiens, qui massacrent les soldats, pillent les bagages et se dispersent impunis. Parmi les victimes notables se trouve Roland, dont nous avons parlé, comte de la Marche de Bretagne. La légende, telle que nous la trouvons dans la chanson, écrite 3 siècles après l'événement, elle nous révèle les transformations et les embellissements qui conduisent des faits réels à l'épopée. Roland devient le neveu du vieil empereur Charlemagne, à la barbe fleurie, qui a 200 ans. Le poète l'a doublé d'un personnage inventé, son ami Olivier. L'expédition est une croisade qui dure depuis 7 ans. L'embuscade des montagnards devient l'attaque de 400 000 cavaliers sarrasins. Leur triomphe est dû à la trahison de Ganelon, beau-père de Roland. Charlemagne venge son neveu en écrasant les Sarrasins et en punissant Ganelon. Le simple combat d'arrière-garde du 8e siècle devient donc une croisade où vibrent les sentiments des Français du 11e et du 12e siècle. Foi enthousiaste, amour des grands combats et des exploits chevaleresques, sens de l'honneur féodal, amour de la douce France. Comment expliquer cette élaboration épique? La théorie des cantilènes. En faveur dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Gaston Paris, cette théorie résulte d'idées générales sur la naissance des épopées, développées notamment par les savants germaniques, Wolff. À l'origine de toutes les grandes épopées grecques, hindoues, persanes, se trouverait une floraison de courts poèmes antérieurs, chants primitifs créés spontanément par l'âme populaire dans l'émotion des victoires ou des défaites. Dans ces poèmes, la réalité se transforme, la légende s'élabore et s'embellit. Plus tard, le rôle du poète épique a été de rassembler, d'organiser ces fragments épiques spontanés et de les fondre en grandes œuvres cohérentes. Ainsi, l'enthousiasme des guerriers de Charlemagne aurait donné naissance, dès leur époque, à de rudes poésies exaltant certains héros et leurs exploits. Ces poèmes, transmis de l'un à l'autre, reçoivent divers embellissements. On imagine, par exemple, la trahison de Ganelon et l'attaque des Sarrasins, pour expliquer honorablement la défaite de l'arrière-garde. Un jour, les jongleurs, poètes de métier, rattachent à un centre, ordonnent selon un plan ces poèmes populaires, et l'épopée naît enfin au XIe ou au XIIe siècle. Ces courts poèmes lyrico-épiques ont reçu le nom de cantilènes, du mot cantilena, qui, dans le latin du Moyen Âge, servait à désigner les chansons de geste. Cette théorie, longtemps admise, fut progressivement battue en brèche à mesure que l'étude minutieuse de nos épopées fournissait des arguments contraires. Le premier de ces arguments était évidemment que nous n'avons conservé aucune de ces cantilènes, et qu'il s'agit donc d'hypothèses purement gratuites. La théorie des légendes épiques. Vers 1910, Joseph Bédier a souligné le rapport étroit qui paraît exister entre divers lieux cités dans les chansons de geste et les étapes des grands pèlerinages où se pressaient les fidèles du XIe siècle. De Paris à Saint-Jacques-de-Compostelle, Espagne, de Paris à Rome, de Paris à Jérusalem. Il suppose donc que les pèlerins trouvaient, dans les abbayes et les sanctuaires où ils se reposaient,
le souvenir des héros du 8e au 10e siècle. Sarcophages, inscriptions, vie de saint en latin. Les moines et les clercs enjolivent ces souvenirs qui piquent la curiosité de leurs hôtes. Ils leur montrent des reliques, parfois forgées à dessein pour attirer les visiteurs. Les pèlerins diffusent la légende sur la route et même lui annexent des éléments héroïques recueillis sur d'autres routes au cours de pèlerinages antérieurs. Ainsi se crée au XIe siècle la matière épique dont la fermentation, un jour exploitée par un poète, donne naissance à la chanson de geste. Par exemple, avant 1100, sur la route de Blaye à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui passe par Roncevaux, on parle de Charlemagne comme d'un héros et de Roland comme d'un martyr. On montre aux pèlerins et aux guerriers qui vont porter en Espagne la guerre sainte la tombe de Roland à Blaye et son olifant à Saint-Serin de Bordeaux. À Roncevaux, il y avait probablement, pour accueillir les voyageurs, au terme d'une dure étape de montagne, des auberges et des sanctuaires, dont les moines avaient tout intérêt à entretenir ou à susciter des traditions légendaires. Dans les imaginations enfiévrées des pèlerins et des guerriers, Roland et ses compagnons devenaient des chevaliers comme eux, animés de l'honneur féodal, des croisés en lutte contre les infidèles. Charlemagne devenait le soldat de Dieu, conscient de la mission héroïque de la France. La légende s'est ainsi créée par un développement continu, en plein XIe siècle, jusqu'au jour où un poète de génie a transposé sur le mode épique les inventions des clercs et des pèlerins. En résumé, pour Joseph Bédier, au commencement était la route, avec ses sanctuaires, où naissaient les légendes exploitées au XIe et au XIIe siècle par les poètes épiques. La question reste entière. Si séduisante que soit cette théorie, elle n'en est pas moins discutée par les savants modernes. M. Paufilet montre, Romagna, 1933, qu'avant 1100, date probable du Roland, les sanctuaires sont muets et que l'apparition des documents signalés par Bédier, inscriptions, reliques, se produit aussitôt après, comme si c'était la chanson qui invitait les moines à rattacher leur sanctuaire à la légende de Charlemagne. Ce n'est donc pas le poème qui est né des légendes locales, mais ce sont les légendes qui sont nées du poème. Ainsi, notre épopée ne serait qu'un épisode de la légende de Charlemagne répandue à travers toute l'Europe, phénomène littéraire remontant à un pur travail de lettres, Alcuin et Ginard. Comme beaucoup d'autres époques, elle serait aboutissement d'une longue élaboration artistique, supposant toute une production épique antérieure et peut-être plusieurs chansons de Roland avant la nôtre. Quant à M.M. Lot et Fautier, il s'attache à prouver que, dès le Xe siècle ou plus tard, il y avait des chants relatifs à Roland et à Roncevaux, et que si le pèlerinage a pu jouer un rôle important de diffusion, il y avait cependant dans la légende quelque chose d'antérieur au pèlerinage, par exemple un certain nombre de traditions familiales locales. On voit donc que le dernier mot est loin d'être dit sur l'origine de la chanson de Roland, et en général de nos chansons de geste. Mais le point essentiel pour nous, admirablement mis en lumière par Bédier, c'est que la chanson de Roland est si habilement composée qu'elle est certainement l'œuvre d'un seul artiste, parfaitement conscient de son art. L'auteur de la chanson de Roland, c'est lequel à votre avis? Est-ce le Turreau, dont il est question au dernier vers du poème, si falte, fini, la geste que Turoldus déclinette? Tout dépend du sens attribué au verbe déclinette. S'agit-il de l'auteur, composer, d'un chroniqueur dont il suit le récit, ou d'un copiste, transcrire, d'un jongleur, réciter? C'était d'un homme cultivé en tout cas, car l'étude attentive du poème révèle qu'il connaissait peut-être les poètes épiques latins, Virgile, Lucain, et sûrement la Bible et les rituels des prières de son temps. L'examen même de son œuvre suffirait à nous prouver que c'était un artiste de métier.
Introduisons cette conférence. L'art dans la chanson de Roland. Il est trop facile de souligner les défauts de cette vieille épopée. Invraisemblance, contradiction, anachronisme, fantaisie dans la peinture du monde musulman. Mais la chanson de Roland n'en est pas moins, à bien des égards. Une de nos grandes œuvres et ses faiblesses ne doivent pas nous rendre insensibles à ses beautés. La composition. J. Bédier a admirablement mis en lumière cette composition savante. Le poète partait d'une donnée assez banale, la trahison et la punition du traître. Mais il a su enrichir ce mélodrame et en faire un drame, non de la fatalité, mais de la volonté. Roland et ses compagnons, loin de subir leur destinée, en sont les artisans volontaires. L'exposition 1 nous révèle déjà les ressorts de l'action, la lassitude des Français, surtout de Ganelon, et la fougue de Roland. S'il désigne Ganelon, c'est pour l'honorer, mais, égaré par quelque vieille haine familiale, ce dernier défie Roland et ses pairs, sans savoir encore où le mèneront ses menaces. Laisse 18 à 26. La trahison 2 nous est présentée avec une fine psychologie. Dressé comme Roland par les propos insidieux de Blancandrin, Ganelon se montre cependant arrogant envers Marsile. C'est qu'il veut se venger tout en restant fidèle à Charles, mais cédant à sa passion de vengeance, il livre le secret qui perdra Roland. En le désignant pour l'arrière-garde, il montre clairement qu'il veut l'exposer. Ainsi, Roland, dominé par son orgueil, ne peut ni se dérober ni accepter du renfort. Sa noblesse d'âme a fait de lui le prisonnier de Ganelon. Les 58 à 63. À Roncevaux, 3. Roland pourrait encore appeler Charlemagne. Il refuse de sonner le du corps, 83 à 89, comme nous allons voir, mais ça, c'est dans la prochaine conférence. Parce qu'il a confiance en sa valeur, mais surtout parce que, moralement, il ne peut pas appeler. Les Français doivent se montrer dignes de l'hommage que leur a rendu Ganelon, en les désignant pour leur mort. Ils meurent sans protester. C'est seulement quand le devoir est fait que Roland sonne du corps. Charles peut revenir, 128 à 136, et Roland peut mourir avec la sérénité du vainqueur, avec la paix du chrétien purifié par l'épreuve. 173 à 176. La vengeance de Charlemagne, 4, n'est pas, comme on l'a dit, un épisode accessoire. Sa victoire donne tout son sens au sacrifice de Roland. C'est le triomphe du monde chrétien sur le monde païen. Quant au jugement de Ganelon, il satisfait le lecteur en assurant la punition du traître. La composition du poème est donc simple, claire, équilibrée, selon une méthode qui sera chère à nos classiques. C'est du caractère, même des personnages, que dépend leur propre destin. Les caractères. Le vieux poète n'a pas le don de peindre des âmes complexes, le génie des analyses raffinées. Mais il a su dessiner, à larges traits, quelques figures inoubliables. Chacun de ces personnages a sa physionomie, son individualité, et cela suffit à nous les rendre vivants. Charlemagne, est une figure de légende pleine de beauté et de noblesse. On lui obéit et on l'aime. C'est un sage, un conquérant qui juge les hommes à leur courage. C'est un chrétien inspiré par Dieu, le soldat de Dieu. C'est aussi un homme avec ses défaillances. Il craint pour les siens, il pleure ses barons, il mesure sa propre faiblesse. Roland II est avant tout un preux. Sa force est prodigieuse et il le sait. Il méprise la mort et répand le sang avec allégresse. C'est le rempart de Charles. Son âme rude est néanmoins sensible aux douceurs d'une loyale amitié. C'est son orgueil qui le perd. Cet orgueil vient heureusement s'épurer dans le sentiment de l'honneur familial, national, féodal. Même dans la mort, son souci dominait et sa coulpe, et il demande pardon à Dieu. Même dans la mort, son souci dominait et celui de l'honneur. Même dans la mort, son souci dominant est celui de l'honneur. C'est aussi un chrétien, cet orgueilleux bat sa coulpe et demande pardon à Dieu, qui lui envoie ses anges comme à un saint.
que Roland, mais de plus, pardon, son ami Olivier fait ressortir sa témérité, son panache si français. Il est d'aussi preux que Roland, mais de plus il est sage. Pour lui, la bravoure et l'honneur sont conciliables avec le bon sens. Ganelon, le traître a fière allure. Il admire Charlemagne, mais il est plus près de l'humanité moyenne. Las de guerroyer, il s'attendrit sur son fils. Le poème moral. Avant de mourir, Roland se souvient de douce France, des hommes de son lignage, de Charlemagne, son seigneur qui l'a nourri. Voilà les sentiments d'un parfait chevalier qui font du poème cette école de grandeur d'âme que Voltaire reconnaissait dans Corneille. L'odeur féodale 1. Subordonne toutes les actions au service du suzerain. Roland le résume en formule admirable. Également lui-même s'y sent tenu. Ces héros tournent toutes leurs pensées vers Charles, même au moment de mourir. Ils luttent contre les païens pour les soumettre à l'empereur. Charlemagne, de son côté, a conscience de ses droits. Il sait que ses chevaliers meurent pour lui. Et la faute de Ganelon est, avant tout, avant d'avoir trahi son seigneur. L'honneur familial 2. Rend l'homme solidaire de son lignage, aussi bien Roland que Pinabel. Les 30 parents de Ganelon seront punis comme lui. C'est par tradition familiale que Thierry combat pour Charlemagne. 277. 3. L'honneur national simule ses chevaliers en terre étrangère. Roland le représente la France. 86. Et les hommes sont des francs de France. Cet amour pour la douce France est une des premières manifestations du patriotisme. Peut-être faut-il attribuer à notre poète le retour volontaire de ce thème émouvant, comme pour réveiller le sentiment, encore obscur à son époque, d'une patrie commune, la terre des aïeux. La piété 4 des héros est aussi éclatante que leur bravoure. Charles a un rôle presque sacerdotal. Olivier, Roland se recommandent à Dieu, vénèrent les reliques de leurs épées. Ils luttent pour élargir la chrétienté. Charlemagne veut sauver l'âme de Marsile et il aimerait Balignan si celui-ci devenait chrétien. Dieu intervient d'ailleurs en faveur des siens. Le duel judiciaire est le jugement de Dieu qui doit faire resplendir le droit, et c'est par un miracle que Thierry, échappant à la mort, peut abattre son adversaire. 286. Mais la grande beauté de la chanson de Roland reste l'alliance de la psychologie et de la grandeur épique. À lire nos extraits des autres gestes, dont l'intérêt est surtout documentaire ou pittoresque, on sentira la supériorité de la chanson de Roland par son art, par sa valeur humaine, par sa spiritualité plus grande. Les mœurs y sont moins barbares, l'idéal chevaleresque plus pur. C'est comme si la dégradation même de la féodalité, contre laquelle réagira l'esprit courtois, se reflétait dans les épopées postérieures. Bonjour, nous commençons maintenant la conférence sur la trahison de Ganelon, la première partie de la chanson de Roland. Cette conférence va être un peu longue, c'est pourquoi je vous demande de ne pas vous forcer et de regarder ce qui vous intéresse entre les 3 études que nous allons faire aujourd'hui. L'étude 1 est Roland désigne Ganelon. L'étude 2 est la lettre de trahison et l'étude 3 est Roland à l'arrière-garde. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous aime très fort. Le roi Charles, notre empereur, le grand, 7 ans, tous pleins, est resté en Espagne. Seul Saragosse lui résiste sur sa montagne, tenu par le roi Marsile, qui n'aime pas Dieu. Grand conseil chez Marsile. Comment obtenir le départ de l'empereur? Par la ruse, répond le subtil Blancandrin. Que Marsile promette de se convertir, qu'on envoie présents et otages, et Charles repassera les monts. Et voilà Blancandrin en route avec son escorte de barons sarrasins.
Il s'acquitte fort habilement de sa mission, offrant en otage son propre fils, qu'ont décidé Charlemagne à retourner en France. L'empereur est perplexe et les avis sont partagés. Déjà se heurtent deux hommes au tempérament opposé, Roland et Ganelon, son beau-père. Roland se dresse et parle un fier langage. Les païens félons n'ont-ils pas déjà décapité deux messagers de Charles, Bazan et Basile? Menez votre armée à Saragosse, mettez-y le siège, toute votre vie s'il le faut, et vengez ce que le félon a fait au sire. Mais Ganelon penche pour la conciliation et parle un langage assez injurieux pour son beau-fils. Conseil d'orgueil ne doit pas l'emporter. Laissons les fous et tenons-nous aux sages. Roland désigne Ganelon. Scène essentielle où se noue le drame. À l'origine, un malentendu. Ganelon, depuis longtemps est en désaccord avec Roland et irrité par la discussion, se méprend sur ses intentions. Ces deux caractères opposés se heurtent vivement et insensiblement, Ganelon se trouve obligé d'accepter la mission dont il redoute les dangers. Le poète a su, avec un art déjà classique, engager l'action par le seul jeu des caractères. Seigneur baron, qui pourrons-nous envoyer au Sarrasin qui tient Saragosse? Roland répond. Je peux très bien y aller. Vous ne le ferez certes pas, dit le comte Olivier. Votre cœur est terrible et orgueilleux. Je craindrais que vous n'en veniez aux mains. Si le roi le veut, je peux bien y aller. Le roi répond. Taisez-vous tous les deux. Ni vous ni lui n'y porterez les pieds. Par cette barbe que vous voyez blanchie, malheur à qui désignera les 12 pairs. Les Français se taisent, les voilà immobiles. Turpin de Reims s'est levé de son rang et dit au roi, « Laissez en paix vos fronts. En ce pays, vous êtes restés 7 ans. Ils ont beaucoup de peine et d'arrant. Donnez-moi, sire, le bâton et le gant. J'irai, moi, vers le Sarrasin d'Espagne, et je vais voir à quoi il ressemble. » L'empereur répond avec courroux. « Allez vous asseoir sur ce tapis blanc. N'en parlez plus si je ne vous le commande. » Franc chevalier, dit l'empereur Charles, élisez-moi donc un baron de ma marche, pour qu'à Marseille il porte mon message. Roland dit, ce sera Ganelon, mon parâtre. Les Français disent, il peut bien le faire. Si vous l'écartez, vous n'en verrez pas de plus sage. Et le comte Ganelon en fut saisi d'angoisse. De son cou, il rejette ses grandes peaux de martre et reste en son bliot de soie. Il a les yeux verts et très fier de le visage, noble est son corps et sa poitrine large. Il est si beau que tous ses pairs le contemplent. Il dit à Roland, « Fou, pourquoi cette rage? On sait bien que je suis ton parâtre, et pourtant tu m'as désigné pour aller chez Marsile. Si Dieu me donne d'en revenir, il t'en mettra si grand dommage qui durera toute ta vie. » Roland répond, « Orgueil et folie, on sait bien que je n'ai cure des menaces, mais c'est un homme insensé qu'il faut pour un message. Si le roi le veut, je suis prêt à y aller à votre place. » Ganelon répond, « Tu n'iras pas à ma place, tu n'es pas mon vassal, et je ne suis pas ton seigneur. Charles commande que je fasse son service, j'irai à Saragosse, vers Marsile, mais je ferai quelque folie avant d'apaiser ma grande colère. » Quand Roland l'entend, il se met à rire. Quand Ganelon voit que Roland se rit de lui, il en a un tel deuil qu'il manque éclater de colère. Peu s'en faut pour qu'il ne perde son sens. Il dit au comte, « Je ne vous aime point, vous avez perfidement tourné vers moi le choix. Droit empereur, me voici présent, je veux remplir mon commandement. À Saragosse, je sais bien que je dois aller. Qui va là-bas ne peut s'en retourner. Par-dessus tout, j'ai pour femme votre sœur, et d'elle un fils, le plus beau qui soit, c'est Baudouin, dit-il, qui sera un preux. À lui, je laisse mes terres et mes fiefs. Gardez-le bien, je ne le verrai plus de mes yeux. Charles répond. Vous avez le cœur trop tendre. Puisque je le commande, vous devez y aller. Le roi dit, Ganelon, avancez et recevez le bâton et le gant. Vous l'avez entendu, c'est vous que les Francs désignent. Sire, dit Ganelon, c'est Roland qui a tout fait. Je ne l'aimerai jamais de mon vivant, ni Olivier parce qu'il est son compagnon. Les 12 pairs, parce qu'ils l'aiment tant, je les défie ici, sire, devant vous. Le roi dit,
Vous avez trop de colère. Vous irez, certes, puisque je le commande. J'y puis aller, mais sans le moindre garant, pas plus que Basile, ni son frère Basan. L'empereur lui tend son gant, le droit. Mais le comte Gallon aurait voulu ne pas être là, au moment où il allait le prendre. Le gant tomba par terre. Les Français disent: Dieu, quand résultera-t-il? De ce message nous viendra grande perte. Seigneur, dit Gallon, vous vous entendrez des nouvelles. Sire, dit Gallon, donnez-moi votre congé. Puisque je dois y aller, je n'ai plus à tarder. Le roi dit: Pour Jésus et pour moi. De sa main droite, il l'a absous et signé du signe de la croix, puis lui a livré le bâton et le bref. Ganelon n'est donc pas un traître de mélodrame. Le poète a savamment marqué l'évolution qui le conduit, par reine de Roland, à trahir son empereur. Ce sont d'abord ses compagnons qui, à son départ, attisent sa rancune. Le comte Roland n'aurait pas dû penser à vous, qui êtes issu d'un très haut lignage. Puis, voici qu'en chevauchant, Blancandrin s'arrange pour exciter sa haine. Ils finissent par échanger la promesse de faire tuer Roland. Les voici devant Marsil. Ganelon se souvient qu'il est messager de Charles et retrouve sa fierté de noble de baron, tenant tête à Marsil au péril de sa vie. Voici ce que vous mande Charlemagne, le baron. Recevez la sainte loi chrétienne, et il vous donnera en fief la moitié de l'Espagne. Si vous ne voulez accepter cet accord, vous serez pris et lié de force à son siège, à Aix. Vous serez emmené, et là, par jugement, vous finirez, là, vous mourrez dans la honte et l'humiliation. Pourquoi cette raideur inattendue qui dépasse les instructions de Charles? C'est que Ganelon voudrait concilier son admiration pour l'empereur avec sa haine pour Roland. Il risque sa vie à ce jeu, mais ce danger le réhabilite à ses propres yeux. En exposant Roland, il ne fera que lui rendre son dû. Il répète les conditions de Charles, ce qui a le don d'irriter les païens, et Marsil, brisant la négociation, se retire dans son verger. Mais Blancandrin, le rusé, l'invite à appeler le Français. Ils ont pu s'entendre avec lui. Alors commence le dialogue, si adroitement même, où Ganelon se laisse peu à peu entraîner par sa haine et consomme la trahison. Deuxième point que nous allons voir, il s'agit de la lettre de trahison. C'est ainsi que J. Bédier traduit librement l'expression du poète. La trahison, seinsdreit. On notera, je ne sais pas si c'est cette prononciation, vous me direz en commentaire. On notera avec quelle surpsychologie l'auteur a conduit ce dialogue. D'un côté, la ruse insinuante de Marsil qui pousse insensiblement Ganelon à la trahison. De l'autre, l'adresse du traître, il dissuade Marsil d'engager ses forces contre Charles, parvient à concentrer sur Roland la colère du roi et indique avec précision le mécanisme de la surprise. Bossier Ganelon, lui dit Marsil, je vous ai traité avec légèreté quand, prêt à vous frapper, j'ai montré ma grande colère. Je m'y engage par ces pôles de zibeline, qui valent plus de 500 livres d'or. Avant demain soir, vous en aurez une belle amende. Ganelon répond, je ne refuse pas. Que Dieu, s'il lui plaît, vous en récompense. Marsil dit, Ganelon, en vérité, sachez-le, j'ai le désir de beaucoup vous aimer. Je veux vous entendre parler de Charlemagne. Il est très vieux, il a usé son temps. À mon idée, il a 200 ans passés. Par tant de terre, il a mené son corps. Il a reçu tant de coups sur son bouclier, tant de riches rois qu'il a conduit à mendier. Quand sera-t-il lassé de guerroyer? Ganelon répond. Charles n'est pas ainsi. Quiconque le voit et sait le connaître dit que l'empereur est un preux. J'aurais beau le vanter et le louer, il y a en lui plus d'honneur et de vertu que je ne saurais dire. Sa plus grande valeur, qui pourrait la compter? Dieu l'a illuminé de tant de noblesse qu'il aimerait mieux mourir que d'abandonner ses barons. Le païen dit, je m'émerveille de Charlemagne, qui est vieux et chenu. À mon idée, il a 200 ans et plus. Par tant de terre, il a fatigué son corps. Il a reçu tant de coups de lance et d'épieux, tant de riches rois qu'il a conduit à mendier. Ah, je crois que j'ai eu la même chose, excusez-moi. Euh,
Non, bah, excusez-moi, je relis, hein. Le païen dit: Je m'émerveille de Charlemagne, qui est vieux et chenu. À mon idée, il a 200 ans et plus. Par tant de terre, il a fatigué son corps, il a reçu tant de coups de lance et d'épieu, tant de riches rois qu'il l'a conduit à mendier. Quand sera-t-il recru de guerroyer? Pas aussi le temps, dit Ganelon, qui vivra son neveu. Il n'y a tel vassal sous la chape du ciel. Très preux aussi est son compagnon Olivier. Les 12 pairs, que Charles aime tant, forment l'avant-garde avec 20 000 chevaliers. Charles est en sûreté et ne craint aucun homme. Le Sarrasin dit: Je m'émerveille grandement de Charlemagne qui est chenu et blanc. À mon idée, il a plus de 200 ans. Par tant de terre, il est allé en conquérant. Il a reçu tant de coups de bons épicus tranchants, tant de riches rois qu'il a tués et vaincus sur le champ de bataille. Quand sera-t-il lassé de guerroyer? Pas aussi longtemps, répond Ganelon, que vivra Roland. Il y a tel vassal d'ici en Orient. Très preux aussi et Olivier, son compagnon, les 12 pairs que Charles aime tant, forment l'avant-garde avec 20 000 Français. Charles est en sûreté et ne craint homme vivant. Beau sire Ganelon, dit le roi Marsile, j'ai une telle armée que vous n'en verrez pas de plus belle. Je puis avoir 400 000 chevaliers. Puis-je combattre Charles et les Français? Ganelon répond: Pas pour cette fois. Vous y perdriez beaucoup de vos païens. Laissez la folie, tenez-vous à la sagesse. Donnez à l'empereur tant de richesses qu'il n'y ait en Français qui ne s'en émerveille. Pour 20 otages que vous lui enverrez, en 12 francs s'en retournera le roi, où il laissera son arrière-garde derrière lui. Il y aura son neveu, le comte Roland, je crois, et Olivier, le preux et le courtois. Ils sont morts, les deux comtes, si l'on m'en croit. Charles verra son grand orgueil tomber. Il n'aura plus jamais le désir de guerroyer contre vous. Beau sire Ganelon, dit Marsile, comment pourrais-je faire périr Roland? Ganelon répond: Je sais bien vous le dire, le roi sera au meilleur port de Cise. Il aura mis derrière lui son arrière-garde. Il y aura son neveu, le comte Roland, le puissant, et Olivier, en qui tant il se fit. Ils ont 20 000 Français en leur compagnie. De vos païens, envoyez-leur 100 000, qui leur livreront une première bataille. L'agent de France y sera blessé et meurtri, et il y aura, je ne le nie pas, grand massacre des vôtres. Livrez-le de même une seconde bataille de l'une ou de l'autre, Roland n'échappera pas. Alors vous aurez fait un bel exploit, et vous n'aurez plus de guerre en toute votre vie. Si Roland pouvait y trouver la mort, Charles perdrait les bras droits de son corps, et les merveilleuses armées resteraient en paix. Charles n'assemblerait plus de si grandes forces, et la terre des aïeux resterait en repos. Quand Marsile l'entend, il a baisé son cou. Puis, il commence à offrir ses trésors. Alors les païens est le comble de présents. L'un lui donne une épée, l'autre son homme, l'autre des bijoux. Et chacun de lui répéter comme un refrain: Faites mettre Roland à l'arrière-garde. De retour au camp de Charlemagne, Ganelon rend compte du succès de sa mission. Charles remercie Dieu, et l'armée commence à faire route vers Dulce-France. L'empereur, dans son sommeil, a des songes étranges. Il rêve que Ganelon lui arrache sa lance du poing, vu qu'il est attaqué par un ours et un léopard, mais défendu par un lévrier. Troisième partie, Roland et l'arrière-garde. Voici quelques citations. Les rôles sont renversés. Cette fois, c'est Ganelon qui désigne Roland. En feignant de vouloir l'honorer, personne n'est dupe. Charlemagne voudrait sauver son neveu, mais c'est la conscience même du péril qui précipite la perte de Roland. Son orgueilleux honneur exige qu'il brave le danger et refuse tout secours, comme l'avait prévu Ganelon. S'il donne dans le piège, c'est en toute lucidité, et il le marque en insultant son ennemi. Jouissance intérieure du traître, qui approuve cet héroïsme funeste. La nuit s'écoule et l'aube claire apparaît. Parmi l'armée, l'empereur très fièrement chevauche. Seigneur baron, dit l'empereur Charles, voici les ports et les étroits passages. Désignez-moi qui tiendra l'arrière-garde. Ganelon répond: Roland, mon filâtre, vous n'avez baron d'aussi grande bravoure.
Le roi l'entend et le regarde farouchement. Il lui dit: Vous êtes le diable en personne. Au corps, vous êtes entré une mortelle rage, et qui sera devant moi à l'avant-garde? Gallon répond: Ogier de Danemark. Vous n'avez baron qui mieux que lui fasse. Le comte Roland, quand il s'entend nommer, lui parle en chevalier. Sire Parâtre, je dois beaucoup vous chérir. Vous m'avez désigné pour l'arrière-garde. Charles, le roi qui tient la France, n'y perdra, je crois, pas le froid ni destrier, mulet ni mule qu'il doit chevaucher. Il n'y perdra ni roussin, ni cheval de somme, sans qu'à l'épée on l'ait d'abord disputé. Ganelon répond: Vous dites vrai, je le sais bien. Quand Roland entend qu'il sera à l'arrière-garde, il répond plein de colère à son parâtre: Ah, misérable, mauvais homme de basse naissance, croyais-tu que le gant me tomberait des mains, comme à toi le bâton devant Charles? Droit empereur, dit Roland le baron, donnez-moi l'arc que vous tenez au poing. On ne me reprochera pas, je crois, de l'avoir laissé choir, comme Galon de sa main droite, quand il reçut le bâton. L'empereur tient la tête baissée, et il tire sa barbe et tord sa moustache. Il ne peut s'empêcher de pleurer. Ensuite est venu Nem. Il n'y a pas de meilleur vassal à la cour. Il dit au roi: Vous l'avez entendu, le comte Roland est plein de courroux. On l'a désigné pour l'arrière-garde. Vous n'avez baron qui puisse y rien changer. Donnez-lui l'arc que vous avez tendu, et trouvez-lui qui très bien le soutienne. Le roi lui donne l'arc et Roland l'a reçu. L'empereur s'adresse à son neveu Roland. Beau sire neveu, vous le savez vraiment, je vous laisserai la moitié de mon armée. Gardez-la, c'est votre salut. Le comte dit: Je n'en ferai rien. Dieu me confonde si je démens ma race. Je garderai 20 000 Français bien vaillants. Passez les ports en toute sûreté, vous ne craindrez nul homme, moi vivant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Belle lecture à vous. Passez une bonne semaine et j'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos conseils en commentaire. Je suis toujours preneur. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir lu ce passage de Roland. Gros bisous, à bientôt.